Bonjour, je me nomme Marie-Michelle Côté-Dion. Je suis art-thérapeute pour l'organisme Marie-Magestrie et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler d'art-thérapie et de vous présenter les particularités de cette approche absolument fantastique. Mais d'abord, je souhaite vous présenter l'organisme Marie-Magestrie dont la mission est de promouvoir l'acceptation du corps et la diversité corporelle, puis d'offrir du soutien aux personnes vivant des enjeux les concernant. Les personnes ciblées par l'organisme sont ni plus ni moins que tous les propriétaires d'un corps. Les objectifs plus spécifiques des services offerts sont de favoriser l'acceptation de soi et du corps, de promouvoir la diversité corporelle, de favoriser le développement d'une conscience critique par des actions de prévention et de sensibilisation, puis finalement de contribuer au changement des normes sociales. Marie-Magestrie offre aussi de nombreux services, notamment des ateliers d'éducation populaire. L'on propose 2 animations gratuites par année, en présentiel ou en virtuel, pour les organismes et institutions membres Marie-Magestrie. Ensuite, des campagnes et des outils de sensibilisation qui se trouvent en ligne, soit sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux Marie-Magestrie. Des conférences et événements qui sont des activités gratuites pour les membres. Des groupes de soutien, dont un groupe d'alimentation intuitive au coût de 25 $ pour 5 rencontres et différents groupes d'art-thérapie au coût de 50 $ pour 12 rencontres. Finalement, l'organisme offre aussi des kiosques de sensibilisation qui sont gratuits et principalement offerts dans les milieux scolaires de niveau secondaire. Finalement, l'organisme favorise l'approche de groupe, puis n'offre aucun service de rencontre individuelle. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet artmagestrie.com. Voici ce qui sera abordé plus spécifiquement lors de la visioconférence d'aujourd'hui. D'abord, je vous présenterai l'art-thérapie, quels sont les bienfaits, à qui s'adresse cette approche, ce qui distingue l'art-thérapie d'une thérapie conventionnelle, le rôle et la formation de l'art-thérapeute, les particularités de l'approche individuelle versus la démarche de groupe, les troubles du comportement alimentaire dans un contexte art-thérapeutique, les bienfaits de l'art en général, puis finalement, un exercice pratique viendra clore la visio. D'abord, qu'est-ce que l'art-thérapie? L'art-thérapie, c'est une démarche d'accompagnement thérapeutique qui repose sur l'idée que chaque individu a un potentiel créatif à explorer. La démarche propose d'utiliser la création artistique, donc le dessin, la peinture, le collage, pour rentrer en contact avec soi, pour se découvrir et se rencontrer autrement, pour exprimer ses émotions, ses pensées, ses préoccupations, puis faire exister en dehors ce qui se passe en dedans de soi afin de mieux se comprendre. L'objectif est ensuite d'établir une juste correspondance entre son univers intérieur puis ce qui jaillit de la création. Donc, d'explorer en quoi mon image parle de qui je suis et de ce que je vis. Finalement, il est très important de spécifier qu'aucune habileté artistique n'est requise pour faire de l'art-thérapie, puisque la démarche ne s'attarde pas à la qualité, l'esthétique ou l'apparence de l'œuvre finale, mais à son sens. Quels sont les bienfaits de l'art-thérapie? C'est une démarche qui facilite les prises de conscience et qui favorise une croissance personnelle. L'art-thérapie contribue à apaiser, transformer des souffrances physiques ou psychiques par l'expression de la créativité artistique et permet d'entreprendre un processus de réparation symbolique de certaines blessures émotives. L'approche donne accès aux émotions, aux sentiments refoulés puisqu'elle fait appel à l'inconscient. L'art-thérapie offre la possibilité aussi d'exprimer des choses sans avoir les formaliser oralement et de contacter une partie de soi qui peut être difficile d'accès normalement. L'utilisation de la création diminue aussi la censure interne, le contrôle, le rationnel. Ça permet d'aborder ce qu'on veut pas ou ce qu'on peut pas toujours dire. L'art peut exprimer ce qui est inexprimable puisque parfois les mots manquent, les mots sont insuffisants, ne sont pas assez forts pour exprimer l'ampleur d'une expérience. L'art-thérapie permet de détacher sa souffrance de soi, de la mettre à distance, d'exposer son chaos intérieur pour y voir un peu plus clair, puis y remettre un peu d'ordre. Ça permet aussi d'explorer ses vulnérabilités d'une manière moins confrontante, de découvrir des nouvelles facettes de soi, de faire émerger son potentiel et de contacter ses forces puis ses ressources. L'art-thérapie favorise aussi la centration et permet de réduire le stress, l'intrusion des pensées négatives et d'expérimenter le laisser-aller. Voici aussi une image qui représente, à mon sens, très bien l'impact de l'art-thérapie. À qui s'adresse l'art-thérapie? L'art-thérapie s'adresse à tout individu vivant des difficultés qui désire s'engager dans une démarche thérapeutique créative visant l'atteinte de mieux-être. Mais l'approche peut s'adresser aussi plus spécifiquement aux individus pour qui l'introspection est plus difficile. Quand une personne présente beaucoup de peur à entrer en contact avec soi, l'approche peut permettre de contourner les résistances au changement. Pour les personnes réfractaires à l'approche psychothérapeutique conventionnelle, les personnes qui se sentent coupées d'elles-mêmes, prises dans leur cheminement, qui stagnent ou qui n'arrivent pas à trouver les mots justes pour exprimer comment elles se sentent, pour ceux qui parlent facilement d'eux sans jamais progresser, pour les personnes qui présentent une faible estime de soi pour qui la création d'une œuvre pourrait amener une revalorisation d'elles-mêmes,
Pour les enfants qui n'ont pas la maturité émotionnelle et le vocabulaire pour exprimer comment ils se sentent. Pour les individus qui vivent une dépendance, qui utilisent un mécanisme de fuite, qui sont coupés d'eux-mêmes. Pour les gens qui ont vécu un abus, l'art-thérapie permet de visiter doucement ce qui se passe en soi et de restaurer le contact avec le corps. Ou encore pour les personnes qui vivent avec un trouble du comportement alimentaire, qui sont beaucoup dans la tête et non dans le cœur ou le corps, qui sont dans le contrôle et pour qui le laisser aller est plus difficile. L'approche peut être bénéfique aussi pour les personnes âgées puisque la création peut répondre à un besoin de reconstruction par la rétrospective imagée de leur vie. Qu'est-ce qui distingue l'art-thérapie d'une thérapie conventionnelle? D'abord, il est possible d'aborder les mêmes thèmes, les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements ou enjeux en art-thérapie qu'en thérapie verbale. Mais en art-thérapie, plutôt que d'utiliser le langage, on laisse le potentiel s'exprimer par le biais de la création pour trouver un apaisement. Le dialogue n'est pas exclu de la démarche. Il y a évidemment des échanges, notamment concernant la création et sa symbolique. Il y a donc 3 éléments importants en art-thérapie. L'art-thérapeute, l'individu et la création qui occupent une grande place dans la démarche. Les matériaux créatifs deviennent des sortes de médiateurs entre la personne et son univers sensitif, émotionnel et imaginaire. L'approche s'intéresse au comment des choses et non au pourquoi. Donc, comment l'expérience a été vécue par la personne. Donc, l'art-thérapeute invite l'individu à lui montrer ce qui l'habite et non seulement de lui raconter. Le rôle de l'art-thérapeute ne se situe pas non plus dans l'explication de l'origine du trouble, mais dans l'expression du ressenti par la symbolique pour amener des prises de conscience et favoriser un mieux-être. Quel est le rôle de l'art-thérapeute? D'abord, de favoriser, si nécessaire, la créativité chez l'individu qui, parfois, devant la feuille blanche, va mentionner qu'il ne sait pas dessiner ou qu'il n'a pas de talent. Donc, mon rôle est d'amener la personne à faire confiance à son processus, à son instinct, à sa spontanéité, d'insister sur l'importance de se laisser aller, de laisser faire ses mains, de laisser prendre les devants. À ce propos, Jung, un psychiatre suisse fondateur de la psychologie analytique, disait justement « Les mains peuvent élucider un mystère avec lequel la tête s'est longtemps débattue, mais sans succès. » Mon rôle est de bâtir avec la personne une relation de confiance puisque le lien est essentiel dans tout contexte de thérapie pour permettre à la personne de s'exposer et de se révéler tranquillement. Le rôle du professionnel en art-thérapie est aussi de proposer un cadre sécurisant qui va permettre à la personne d'aborder des sujets un peu plus confrontants ou inconfortables et de poser les bonnes questions pour atteindre un peu plus de profondeur. L'art-thérapeute ne fait pas d'interprétation ou d'analyse d'image, mais accompagne la personne afin d'atteindre une plus grande compréhension et acceptation de soi. Finalement, l'art-thérapeute est tenu au secret professionnel et ne peut être relevé de sa fonction uniquement sur autorisation écrite du client ou de la cliente ou si la loi l'ordonne. Quelle est la formation de l'art-thérapeute? L'art-thérapeute a une formation de 2e cycle universitaire en art-thérapie suite à l'obtention d'un diplôme de 1er cycle dans des domaines tels que les arts visuels et les sciences humaines. Seuls les diplômés d'un programme de maîtrise peuvent devenir membres de l'Association des arts-thérapeutes du Québec, de l'AATQ, et exercer l'art-thérapie au Québec. Une fois devenu membre, l'art-thérapeute accrédité devient art-thérapeute professionnel du Québec et doit renouveler son adhésion annuellement pour garder ce titre et être en règle. Actuellement, il y a 2 universités qui proposent un programme de maîtrise en art-thérapie au Québec, soit l'Université Concordia et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'approche individuelle en art-thérapie. Dans un contexte individuel, la personne qui consulte est invitée à se lancer dans une création spontanée selon ce qui est présent pour elle dans le moment. Une grande variété de matériaux artistiques sont disponibles, par exemple des pastels gras ou secs, des crayons de cire, de feu, de bois, de la peinture, de la gouache empastée, de l'acrylique, ainsi de suite. La rencontre va ensuite se construire en fonction de ce qui a émergé de cette première image et des besoins de la personne. Une fois la création terminée, la personne est invitée à observer son image, à aller à la rencontre de ce qui a été produit, à explorer le sens émotionnel de la création, à soulever des associations entre son image et sa réalité, son passé, ses blessures, ses peurs. Parfois, le sens de la création s'impose naturellement, mais quand ce n'est pas si évident, mon rôle est d'amener l'individu à pousser son cheminement en partageant mes observations sur l'image, mais aussi ce que j'ai pu observer lors de la création, ce que j'ai pu voir dans le non-verbal ou dans les expressions de la personne, de partager ensuite mes impressions, mes résonances, ce que l'image évoque pour moi, et puis de faire des liens avec ce qui a été produit ultérieurement ou l'histoire de la personne, de proposer des pistes d'exploration, de soulever des contradictions entre ce que l'image exprime et ce que la personne raconte, par exemple. L'idée est d'agir comme un miroir, d'aider la personne à comprendre ce qu'elle tentait d'exprimer dans les différentes étapes de création, puis d'être dans son angle mort.
lui offrir aussi un cadre adéquat pour reprendre son pouvoir ou amorcer un changement qui peut s'actualiser d'abord par la transformation de son image initiale, soit par l'ajout d'éléments, le retrait de d'autres, la transformation de symboles. Finalement, des notes d'évolution sont aussi produites entre chaque séance pour garder des traces du cheminement. Toutes les créations artistiques appartiennent à la personne qui les a produites, mais sont conservées par leur thérapeute. La fin de la démarche implique une dernière rencontre qui permet d'évaluer le cheminement qui a été fait, de revoir les créations qui peuvent maintenant être remises au client ou à la cliente. Les séances peuvent ensuite se reprendre à tout moment dans une période plus difficile ou selon les besoins de la personne. L'approche de groupe en art-thérapie. Le contexte de groupe permet d'abord de briser la solitude et d'obtenir du soutien dans un cadre sécuritaire puisque le groupe propose une structure et des règles précises. Le groupe devient aussi un lieu d'expérimentation qui peut permettre de réparer des blessures qui ont été vécues dans un cadre social. C'est un contexte qui contribue à la construction de l'identité, qui permet de se découvrir, de se construire dans le lien avec les autres, de vivre l'expérience d'être soi en présence d'autrui, de faire l'essai de nouvelles façons de se comporter, de développer son ouverture, son empathie, sa compassion pour s'en offrir aussi graduellement, d'être vu, d'être entendu, d'être compris par d'autres, d'expérimenter le dévoilement de soi, de prendre sa place, de voir son cheminement sous un autre angle avec des regards qui sont différents, d'entendre d'autres mots, d'autres histoires qui viennent donner du sens à sa souffrance, de travailler ses relations interpersonnelles, d'aider les autres, de bénéficier de l'appui, du reflet, des prises de conscience des autres membres. Finalement, le contexte de groupe va influencer favorablement le changement puisqu'il répond à plusieurs besoins fondamentaux, notamment le besoin d'appartenance, de soutien, de valorisation et de reconnaissance. L'intervention de groupe peut s'avérer être un puissant catalyseur de changement personnel et social. Maintenant, concernant le déroulement type d'une rencontre. En premier lieu, il y a une prise de contact entre les membres du groupe qui est un espace où les participantes peuvent exposer la manière dont elles se sentent dans le ici, maintenant, ce qui peut avoir inévitablement un impact sur le déroulement de la séance. Ensuite, le thème de la rencontre est abordé, par exemple, les émotions, les besoins, la culpabilité, l'anxiété, l'ambivalence. Puis la proposition de création plus spécifique est exposée. Le temps de création demeure en silence pour favoriser l'introspection et le contact avec soi. Encore une fois, une grande diversité de matériaux artistiques et de formats de papier sont à la disposition des individus. Une fois la création terminée, un temps de réflexion personnelle est proposé. Les gens sont d'abord invités à observer attentivement leur création dans tous les angles et à se concentrer sur ce qu'ils voient et non sur ce qu'ils voulaient représenter. Soit observer les lignes, les formes, les couleurs, les symboles, les émotions exprimées dans l'image. Il est suggéré ensuite d'écrire ses réflexions et de noter ce qui ressort de manière évidente et spontanée sans trop de censure. Des questions sont proposées aussi pour faciliter l'écriture. Par exemple, quel pourrait être le titre de ma création, quelle impression générale s'en dégage, ce que je vois, ce que je ressens quand je regarde mon image, ce que j'aime ou ce que j'aime pas de ma création, les éléments qui ressortent, qui attirent mon attention, les liens que je peux faire entre ma création puis certains aspects de moi, la symbolique de mes lignes, de mes formes, de mes couleurs. Bref, l'idée est d'amener les gens à réfléchir au contenu symbolique de leur création, puis à faire des associations, ce qui va servir d'appui lors de la présentation des créations. Donc, évidemment, vient ensuite la présentation qui permet aux participantes d'exposer leur création, de partager leurs réflexions et aussi de raisonner aux images des autres dans lesquelles chacun se projette. C'est une section de la rencontre qui peut aussi être intimidante au début surtout, mais d'utiliser l'image permet graduellement de se dévoiler en gardant une part de mystère si désiré. Finalement, comment je repars vient clore la séance. C'est un espace réservé en fin de rencontre qui permet aux gens d'aborder comment ils se sentent suite à ce qui a été vécu durant la séance, de clore de manière officielle, d'apaiser les tensions et les angoisses si c'est le cas, de mettre à distance ce qui a été touché, puis de fermer la boucle sur les discussions engagées. Les créations des participantes sont conservées tout au long de la démarche. À la dernière rencontre, les personnes sont invitées à effectuer leur propre bilan, soit à revoir ce qui a été produit durant la démarche, à établir le fil conducteur, soulever les thèmes qui furent les plus importants, observer l'évolution au niveau émotionnel, mais aussi pictural, identifier ce qui est à poursuivre, puis cibler les images avec lesquelles elles souhaitent repartir. Je dispose ensuite des créations laissées de manière à honorer le travail et le processus qui a été effectué dans la démarche. Maintenant, je vais vous parler d'art-thérapie et du trouble du comportement alimentaire qu'on appelle le TCA.
Dans mon travail, j'ai pu observer que certaines personnes vivant un TCA accordent peu d'espace à leur vie imaginaire ou à leur créativité. Les pensées sont orientées vers des préoccupations plus concrètes avec des descriptions détaillées de faits ou de calculs sans trop de participation affective. L'art-thérapie permet de renouer avec le cœur, avec le corps, puis de contacter les émotions refoulées, d'aborder notamment la colère qui peut être tournée contre soi et qui s'actualise par le TCA, de l'intégrer pour développer graduellement la capacité à s'affirmer, qui est un élément clé au rétablissement. Dans le TCA, la restriction alimentaire ou la compulsion peut être utilisée pour se couper des émotions difficiles à réguler, pour neutraliser les émotions pénibles à vivre ou à exprimer. Ainsi, l'acte créatif peut devenir un genre de substitut à l'utilisation régulatrice de la nourriture. L'art-thérapie permet de réduire certains symptômes présents dans le TCA, comme le besoin de contrôle ou la rigidité. L'approche créative permet d'ouvrir la voie au laisser-aller, au lâcher-prise, puis d'être dans un contexte où le surcontrôle n'est pas nécessaire. Une personne vivant un TCA peut aussi exposer une difficulté ou une résistance à l'introspection, qui peut être un mécanisme de défense relié au besoin de contrôle. Le travail psychique en art-thérapie est facilité par la présence des matériaux artistiques que la personne doit choisir, ce qui favorise une certaine reprise de pouvoir, un facteur de protection important. Certaines personnes vivant un TCA peuvent aussi présenter une difficulté à créer un lien ou une alliance thérapeutique pouvant résulter de la honte qu'amène le TCA. Donc, l'art-thérapie peut s'avérer être une solution à la résistance car elle permet un travail thérapeutique distancié du thérapeute. L'ambivalence concernant la rémission des symptômes est souvent présente dans un TCA puisque le trouble devient une partie de l'identité. La personne peut se sentir démunie sans cette composante. Dans ce contexte, l'art-thérapie permet de se découvrir en dehors du TCA, de contacter ses forces, ses ressources, d'exprimer ses goûts, de se construire graduellement une image plus complète et réaliste de soi, de rétablir les distorsions concernant la perception de soi puis d'imaginer son rétablissement. La démarche art thérapeutique permet aussi d'explorer les limites, d'explorer le vide qui s'actualise par la feuille blanche, d'explorer le trop-plein par la surabondance d'éléments sur la création et de l'apprivoiser. Ça permet aussi d'explorer certaines peurs ou certains enjeux importants concernant notamment les termes de prendre sa place ou d'exister. Bref, le contexte art thérapeutique peut s'avérer très bénéfique pour les gens vivant avec un TCA. Quels sont les bienfaits de l'art en général? Intégrer l'art dans sa vie permet d'éveiller son imaginaire, d'encourager sa spontanéité et son laisser-aller, de stimuler sa créativité qui est absolument nécessaire dans la vie pour explorer notamment des nouvelles solutions à ses problèmes ou pour sortir d'une impasse. Introduire l'art dans sa vie permet de s'accorder des moments de plaisir, d'être absorbé par ce qui se passe dans le ici et maintenant, de se détacher des stress quotidiens, d'éloigner les pensées plus négatives, de sortir un peu de la tête, d'être dans le cœur, d'être dans le corps, de s'offrir un moment d'évasion, puis de renouer avec cet instinct naturel créatif que l'on a tous et toutes à l'intérieur de soi. En résumé, l'art-thérapie propose d'utiliser sa créativité pour parler de soi, pour donner une forme concrète à son ressenti. C'est une démarche qui s'adresse à tout individu qui veut tendre vers une plus grande connaissance et acceptation de soi, ainsi qu'un mieux-être. Finalement, l'art-thérapeute est le professionnel formé et accrédité qui va faciliter cette démarche de façon éthique et dans un environnement sécuritaire, en groupe ou de manière individuelle. Donc, voici ce qui vient clore la visioconférence d'aujourd'hui concernant l'art-thérapie. Mais avant de vous proposer l'exercice pratique, j'aimerais d'abord vous remercier de votre intérêt et vous inviter à rejoindre Arimagestrie en ligne et à suivre l'organisme sur Facebook et Instagram. Pour les personnes intéressées, je vous invite maintenant à expérimenter l'approche. D'abord, regroupez le matériel artistique que vous avez à la maison, mais ça peut être aussi simple qu'un stylo et un bout de papier. Je vous invite maintenant à entrer en contact avec vous, à fermer les yeux si vous le pouvez, puis à aller voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est présent, ce qui attire votre attention, ce qui demande à être rencontré ici, maintenant, aujourd'hui. Ensuite, je vous invite à créer une image spontanée afin d'illustrer ce qui vous habite. Faites confiance à vos mains, laissez-les choisir les matériaux qu'elles veulent, laissez-les exprimer ce qu'elles souhaitent. La création peut être abstraite ou elle peut être aussi plus figurative. Vous pouvez rester dans la pré-image, c'est-à-dire dans les lignes, les formes, les couleurs, ou même faire du collage avec des images de magazine si vous le souhaitez. Une fois la création terminée, prenez le temps de la regarder dans tous les angles. Soyez attentif aux pensées qui montent, aux émotions, aux associations qui vous viennent spontanément.
Je vous propose aussi quelques pistes de réflexion afin d'approfondir le contenu symbolique, ou vous pouvez simplement vous prêter à un exercice d'écriture automatique. Donc, restez présent à ce qui est le plus évident dans votre création, à ce qui ressort. Soyez attentif aux changements, aux contrastes, aux endroits où c'est confus ou surchargé dans votre image. Finalement, prenez le temps de connecter avec vous dans la bienveillance, dans la douceur et dans l'ouverture. Je vous remercie beaucoup de votre attention.